Madame Pale, on a besoin de nous. Madame Pell, on a besoin de nous. On a besoin de nous. On a besoin de nous. Devinez qui est là. Steve. Que vous êtes perspicace. Je n'entre qu'un instant, le temps de boire une coupe entre deux surprises parties. Que vous avez frappé à la bonne porte. Bonjour à tous et bienvenue dans On a besoin de nous, le podcast français consacré à la série Chapeau melon et bottes de cuir, animé par Eric. Bonjour, et animé par Antoine, bien sûr. Bonjour, qui êtes-vous? Et qui sommes-nous? Oui, c'est des deux amateurs de la série, ça c'est clair, on se connaît depuis quelques années maintenant. Moi, j'ai découvert la série en novembre 1969, donc je vous laisse imaginer l'âge que je pouvais avoir. Alors, mon premier épisode, c'est George et Fred. La seule chose dont je me souviens, c'est qu'il était diffusé assez tard et que donc ma mère tenait absolument à ce que j'aille me coucher, donc je n'ai vu que le premier quart d'heure. Et ça avait suffi à me rendre complètement dingue, je pense, entre le générique, Tara déguisée en chat, l'appartement orange. Quand on connaît mon appartement, on sait qu'il a dû me marquer. Je vais m'apprêter à sortir, mon cher. Vous alliez à un bal costumé? Oui. Dites-moi, j'espère que c'est très important. Terriblement, il s'agit d'un meurtre. Un des cerveaux les plus éminents du pays. Oh. C'est des souvenirs vagues, mais je sais que la semaine suivante, où la diffusion c'était Les évadés du monastère, ben là j'ai insisté absolument, il fallait que je voie l'épisode. Et toi, Antoine? Alors moi j'ai découvert un tout petit peu plus tard, j'ai découvert lors de la rediffusion Arte en février 2009 et je suis tombé un peu par hasard, c'est mon grand-père qui m'avait vivement recommandé cette vieille série qui s'appelait Chapeau melon et bottes de cuir et je suis tombé sur Les espions font le service. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cessez. C'est excellent, messieurs. Excellent. Ça m'a vraiment beaucoup marqué. Je me souviens de la surprise de Madame Peel qui se bat dans le combat final. Je ne m'attendais pas du tout à ce que le personnage féminin se révèle combattant dans le dernier acte. Et donc j'étais vraiment resté sur une bonne note. J'avais l'idée d'une série très joyeuse. Et donc j'ai poursuivi la diffusion le lendemain avec un épisode complètement différent, puisque j'ai vu L'héritage diabolique. J'avais 10-11 ans. Je ne m'attendais pas à voir la peur surgir dans cet épisode en noir et blanc d'une série que je considérais comme un peu humoristique. C'est à ce moment-là que j'ai compris que la série était multiple. C'était un peu ma question suivante. Qu'est-ce qu'on aime dans la série? Moi, j'aime que la série soit évolutive et qu'elle ait ce regard kaléidoscopique sur son époque. Je sais pas, c'est plus difficile à dire parce que j'étais vraiment un enfant, j'avais 6 ans quand j'ai découvert la série. Après, il y a eu pendant plusieurs années une absence de la série qui n'est revenue qu'en 1973, avec Emma Peel pour commencer en plus, donc j'étais très troublé qu'il n'y ait plus Tara King, je comprenais pas très bien. J'ai l'impression qu'avec cette série, on rentre dans un univers où on n'y rentre pas d'ailleurs. Il y avait beaucoup de mes camarades de classe qui n'étaient pas fanats de Chapeau melon, qui préféraient Les Mystères de l'Ouest ou Mission Impossible. J'ai toujours pensé que c'était une série qui avait une entrée et une porte d'entrée, comme dans le générique de Tara King d'ailleurs, et que certaines personnes rentraient ou pas. Vous êtes au courant de nos activités, monsieur Steele? Oui, en partie, mais je vous en prie, expliquez-moi. Bon, alors avec tout ça, on a créé, enfin c'est surtout Antoine qui a créé, comme vous le connaissez peut-être, une série de documentaires qui s'appelle ASD, au sujet de Chapeau melon, évidemment. La nouvelle saison d'ASD. C'est une émission qui est née sous une bonne étoile, puisque le terreau en fait de cette émission YouTube ASD, c'est le fruit de discussions qu'on avait sur la French page, la page Facebook que tu animes et que tu administres. En fait, l'idée à l'origine de quand on a lancé ASD, moi je voulais analyser des séquences, faire de l'analyse plan par plan, c'est quelque chose que j'aime bien faire. C'est quelque chose qui a été assez peu fait sur la série. Donc, je m'étais dit, ça peut être un moyen de discuter, de découvrir, de décortiquer comme ça certaines séquences clés. Et j'étais parti du coup avec mon rêve le plus fou. Et puis, bah, petit à petit, vu qu'on a discuté, qu'on faisait des brainstorming ensemble, ASD s'est un peu épaissi. Le travail de recherche a été multiplié. Et ceci dès l'épisode 2. L'épisode 2, c'était sur Warlock. Oui, bien sûr, du travail sur les scripts de Warlock, quelque chose qui m'avait passionné il y a déjà de nombreuses années, grâce à tous les documents découverts par Dave Rogers. Donc j'avais conscience que c'était l'épisode qui avait été choisi pour être le premier, puis finalement pas retenu. Enfin bon, il y avait beaucoup de choses à décoder.
Et avec ton aide, effectivement, on a fait un truc qui était vraiment sympa. Alors ensuite, on s'était, comme on approchait de Noël, on avait fait un spécial Noël avec Fête de Beaux Rêves. Enfin, un grand épisode, on peut le dire, Fête de beaux rêves. Le travail s'est mis en place petit à petit. Moi, au début, je m'étais dit, je vais peut-être en écrire pour lui donner un coup de main à Antoine, mais en fait, je me suis rendu compte que tu avais vraiment un style et qu'il fallait garder ce style. Et donc, j'ai préféré jouer les rôles de producteur, ce qui est beaucoup plus agréable à mon âge d'ailleurs. Et de te laisser écrire les épisodes, même si on les débriefe longuement ensemble avant, effectivement. Et même après, quand tu les as écrits, effectivement. C'est vrai que c'est mis en place lors de cette première année une sorte de répartition des rôles qui fait que on a beaucoup de discussions entre nous. Il faut qu'on parle d'un troisième homme comme dans Carol Oui, Reed. oui, Aussi, oui. c'est Joris, qui est Oui, notre absolument. archiviste en chef. Ce qu'on En peut deux dire mots. sur Jory, c'est que si jamais on dit une connerie, il va nous la repérer tout de suite. Non, mais vous vous trompez, parce que là, c'est pas ça, parce que là, ça peut pas être ça, parce qu'avant, c'était comme... Et là, on est obligé de dire, ah, mais oui, il a raison. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle notre fact-checker, Joris. Il connaît la série vraiment, c'est incroyable, en fait. Il a une mémoire visuelle, je pense, dingue. Dès qu'on a besoin d'un élément, mais dans quel épisode Steve se sert de son chapeau melon pour cogner ou tout, en 5 minutes, il nous trouve 3 épisodes. Enfin, c'est vraiment une connaissance très importante de la série. Et donc, le troisième homme dont il faut parler, absolument. Deux mots sur les derniers épisodes de la première saison. Donc, on va revenir un petit peu sur l'ordre. On avait fait aussi Mm. Venus Smith. C'était un portrait des 6 épisodes avec le personnage de Venus Smith. On avait fait le Joker, qui était un épisode beaucoup plus conséquent et avec lequel on a eu beaucoup de problèmes par rapport à Oui, la oui, censure YouTube. je le trouvais moi-même trop conséquent. J'essayais de le faire raccourcir, mais c'est difficile quelquefois. Oui, Mais ça, on va en ouais. parler aussi. Mais Et en- finalement, on a eu bien du souci avec cet épisode. Hein. oui, cet épisode qui n'est toujours pas accessible dans son intégralité sur YouTube, puisque pour des raisons idiotes de robots YouTube qui bloquent Voilà. la vidéo. C'est la malédiction chapeau melon d'être menacé par un robot en même temps. Hein. Oui. Aujourd'hui, nous avons des machines qui non seulement travaillent, mais qui pensent aussi. Suite à cette malédiction de l'épisode 5, on a eu une très bonne surprise qui était notre épisode 6, consacré au générique de la saison 6. Je crois que tu avais très envie d'en parler de ce générique. Et puis moi, c'était le générique de mon enfance. Donc évidemment, j'étais ravi que tu aies cette envie. Donc voilà, ça fonctionnait très bien. La bonne surprise, ça a été le succès colossal de cet épisode. On peut dire ça parce que je suis pas sûr qu'on réatteindra à nouveau des chiffres pareils. C'est des questions d'algorithmes sur lesquelles on n'a pas la main, qui nous dépassent complètement. Et d'ailleurs, qui arrivent sur le tard. Là, j'ai des chiffres par rapport à ce succès de la chaîne, qui est donc notre plus gros succès de la chaîne. Le ASD6, il est sorti en décembre 2022. Le 14 février 2023, donc 2 mois plus tard, il avait fait 500 vues, ce qui était à l'époque un beau score pour nous. Aujourd'hui, il a fait 46 000 vues. Donc, il a vraiment explosé entre-temps, mais d'une manière très abrupte. 10 000 et 10 000. Un peu chaque semaine, ça finit par monter. 10 000. Certainement. Alors, il y a aussi, à côté d'ASD, on a essayé de lancer d'autres petits trucs sur la chaîne YouTube. Hein. Ça s'appelle les dossiers secrets de Mère Grand. On avait envie un petit peu de, comment on dit, débunker des fausses vérités, des fake news ou des erreurs classiques faites sur la Des idées série. communes, des idées reçues. Voilà. On cherchait un petit format qui soit moins long et moins coûteux, enfin moins coûteux en termes de temps à produire qu'un ASD. Mais on a beaucoup tâtonné avant de trouver le format qui est celui actuel du dossier secret de Mère Grand. Et on s'est attaqué pour commencer au fake. Alors Philipson, où en êtes-vous sur le dossier des fakes qui pullulent sur le net? Ça nous a amusé effectivement de traiter ce premier dossier secret de Mère Grand sur ce sujet-là. Et ça avait pas mal marché aussi d'ailleurs. Oui, ça avait bien marché. Il y a d'autres épisodes du dossier secret de Mère Grand qui sont prévus, mais on a vraiment essayé ces derniers mois de prioriser sur ASD, puisque ASD a été absent un certain temps et il était grand temps que la saison 2 fasse son retour. Du coup, je m'étais dit, on pourrait peut-être faire un tout petit point sur, avant de parler du dernier ASD, sur comment on fait un ASD. On le fait distiller dans du polonium. Ah. Oui, test du prométhium. Ah. Mais je me souviens d'une chose. Il y a 93 ingrédients et 39 manipulations dans la formule. Ah. Quelles sont les différentes étapes, le choix du sujet
Et j'ai mis convaincre l'autre parce que effectivement, c'est un choix qu'on fait à deux et on part du principe que on part pas dans un sujet si l'autre est pas partant Oui, d'y aller. oui. Et donc, du coup, il y a déjà une étape d'essayer de vendre le sujet à l'autre, dire, ah, bah, j'ai un angle sur cet épisode qui est particulièrement intéressant, on pourrait partir sur ça. On a plein de goûts en commun, d'épisodes qu'on adore, mais, mais tu vas le traiter comment? Quelle direction tu vas prendre? Quel angle? En fait, c'est ça qui nous fait dire en général que l'épisode va être bon à traiter. En fait. Alors ensuite, le travail de recherche, bah, c'est ça qui a été multiplié avec le temps. C'est-à-dire qu'on part des sources qu'on connaît, on part de l'épisode, on revoit l'épisode encore. Je ne sais pas combien, par exemple, là, le dernier, les cybernautes, je l'ai vraiment dans l'œil, là, de l'avoir vraiment beaucoup décortiqué. Il faut lire, hein. C'est-à-dire qu'il faut regarder les archives qu'on a, quelles photos on a sur l'épisode, les Bon, scripts. il faut quand même s'octroyer, il y a déjà tout ce qu'on sait, parce qu'on a tous les deux, moi ça me surprend toujours de ta part, bien sûr, puisque tu as eu moins de temps que moi, mais toute la culture Avengers qu'on a arrive très vite sur le tapis, on sait de quoi on va parler, etc. Mais le travail de recherche se fait même plus souvent à l'extérieur de la série, c'est souvent toi qui t'en occupes, de trouver des films qui ont pu inspirer, des livres, enfin, etc., etc. Bah, en fait, c'est aussi un peu une excuse pour moi à chaque fois de me lancer dans des grands sujets. Par exemple, quand on a parlé du Joker, j'ai réalisé toute une grande recherche sur l'histoire du voyeurisme dans l'histoire de l'art, dans l'histoire du cinéma. Et à chaque fois, je me fais une liste de films qui pourraient avoir inspiré l'épisode ou qui pourraient être inspirés par l'épisode, et en même temps des références culturelles importantes, des jalons importants pour essayer de comprendre bah, le thème et la thématique qui est abordée par l'épisode. Donc ça, c'est toujours un grand plaisir, mais beaucoup de boulot. C'est essayer de reconstituer le contexte culturel, lire un petit peu bah, de la littérature d'époque, de la philosophie, pour essayer de comprendre bah, c'est quoi, par exemple, le robot en 1965, quand Philippe Leven rend son scénario. C'est un peu antérieur à notre époque. Pas nécessairement. Parce qu'aujourd'hui, bon, il y a eu 60 ans entre-temps, il y a eu d'autres propositions culturelles, l'environnement n'est plus le même. Et donc, il faut vraiment essayer de saisir, bah, c'était quoi de parler de ces thèmes-là à l'époque, quand l'épisode sort, pour essayer de comprendre de est-ce que l'épisode commente ce qui se passe en ce moment, est-ce qu'il apporte des nouvelles choses. Donc c'est toujours un travail qui est important et c'est souvent là qu'on fait des découvertes en fait. Une fois que j'ai un peu tout, moi, c'est moi qui m'attaque à l'écriture d'un script. Je sais qu'environ une page que j'écris doit faire à peu près 4 minutes, donc j'essaye de respecter un format on s'est fixé un peu la limite de 25-30 minutes maximum maintenant pour un ASD. J'essaye de rester dans ces clous de lecture, de condenser mon propos, d'essayer de relire. Et là, il y a un gros travail de relecture. C'est là où tu rentres en scène, où je t'envoie mon script et on en discute. Oui, généralement, tu me l'envoies même en cours d'écriture. Je prends des notes dedans, je mets beaucoup de rouge. Et effectivement, il y a une longue étape de retravail du script, mais je trouve de moins en moins parce qu'on a pris nos marques, en fait. Hein, il y en avait plus au début que maintenant, je trouve, en fait, franchement. C'est peut-être un des défis par rapport à ASD, c'est il y a des épisodes qui sont tellement riches à décortiquer que c'est Oui, toujours un crève-cœur de laisser des choses sur le oui, côté. oui, non, mais Et il y en a, je suis d'accord. Avec ton travail, on fait des découvertes. Et donc, c'est très excitant. Mais tout d'un coup, on se rend compte que ça va être de trop dans l'épisode. quand il y a quelque chose dont on n'a pas le temps de parler, ou c'est pas le moment, ou c'est à côté, généralement, on jette pas ce travail à la poubelle, on le laisse de côté, et soit on en fait une scène coupée, Voilà. soit, comme dans ce cas-là, on va en revenir lors d'un podcast, en discuter un petit peu. Alors, une fois que ce travail est fait, moi j'ai un travail d'enregistrement, j'enregistre les voix. Alors, c'est principalement moi qui fais la narration, mais des fois je fais appel à des voix auditionnelles. T'en as fait pas mal là, pour les deux derniers épisodes d'ASD. Je me bloque une demi-journée et puis bah, allons-y pour le texte. Il y a plein de moments où on bute, etc. À quoi ressemblait cette voix? Vous allez en juger. Auquel rend probablement hommage le chien robot des cybernautes, guidé lui par le sifflement, montrant que 40 ans plus tard, la généralisation de cette technologie dans un domaine aussi banal que celui... Ah, on va la refaire. Hein. Pourquoi j'écris des phrases aussi longues? Alors peut-être qu'il faut que je vérifie Meissner. On peut ainsi citer le Lost in Translation. Non, on peut citer ainsi le Lost of Sensation d'Alexandre Andrievski. On peut citer ainsi le Lost of Sensation d'Alexandre Andrievski. Cette voix ne m'est pas inconnue. Drogué, c'est possible. Lavage de cerveau, peut-être bien. Chin.
On le relit encore. Ensuite, je le monte. Je commence par le son, c'est-à-dire que je monte le son de ma voix. J'intercale les extraits où il y a des paroles. Et ensuite, bah, je vais rajouter tous les effets vidéo. Maintenant, quand je fais le montage, je commence par tout ce qui est extérieur à la série, donc les films, tout ce qui n'est pas l'épisode, et je termine par monter tout ce qui concerne l'épisode. Et ensuite, même si l'épisode est monté prêt, bah, il y a encore, je dirais, deux semaines de correction où on s'envoie, il y a des choses qui vont pas, qui ne conviennent pas l'un et l'autre. Et ensuite, on prépare la diffusion. Alors, Le travail d'habillage n'est pas arrivé tout de suite non plus. Ce travail d'habillage que moi j'aime bien faire. Mais oui, c'est vrai que aujourd'hui, tu as on peut... beaucoup apporté à la charte graphique de ASD en proposant du coup un générique, des publications qui tournent autour. Là, tu as proposé de rajouter, c'est une nouveauté de la saison 2, un carton-titre pour annoncer le titre de l'épisode. Ouais. Déjà, un grand merci, puisque si nous n'avons pas atteint notre record de 46 000 vues du dernier ASD, du ASD numéro 6, nous avons fait pour cet épisode, alors à l'heure où on enregistre, 6 000 vues. Nous avons eu 27 commentaires et nous sommes actuellement à 1178 abonnés. Il faut savoir qu'on était à 993 abonnés avant la diffusion de la SD numéro 7. Donc vraiment un grand merci. C'est un beau score pour notre chaîne. C'est la deuxième vidéo la plus vue de la chaîne. J'en profite pour remercier aussi le monde des Avengers et tous ceux qui ont partagé la vidéo pour qu'elle soit vue et vue par le plus grand nombre possible. Merci beaucoup pour l'accueil. Vous avez mis plein de commentaires. On va essayer d'y répondre. On peut peut-être aussi dire quelques mots sur le lancement de la saison 2. On en a beaucoup parlé. Ah oui, il y a un truc qui est amusant parce que le succès, donc ce premier épisode qui est un vrai succès, hein, je pense pas que les gens se rendent compte, mais 6000 vues en 2 semaines, c'est quand même, on est très content, quoi. Mais on n'avait pas choisi cet épisode pour ouvrir la saison, en fait, à la base. Donc on a déjà un autre épisode qui était supposé être le premier. Le AS7, oui. Et qui sera finalement le deuxième qui était prêt, et puis tu as terminé enfin Les Cybernautes, volume 1. Et là, moi, j'ai tout de suite aimé, même si on a encore beaucoup retravaillé dessus après, mais j'ai commencé à te dire, mais tu crois pas qu'on devrait inverser l'ordre des épisodes, en fait, et commencer très fort avec celui-là, quoi. Un coup de poing dans la porte, direct. T'étais pas très partant pour changer l'ordre des épisodes au début, en fait. Hein. Alors, le problème, c'était pas de mettre les cybernautes en premier, on va y venir avec les commentaires, c'est que vous vous doutez bien qu'on va pas s'attaquer uniquement aux cybernautes premiers du nom. Et donc, du coup, cela bousculait un petit peu le planning à venir pour la saison 2. Donc, c'était plus par rapport à ça que j'étais inquiet, mais franchement, les chiffres nous ont rassurés parce que c'est un très bel accueil que vous avez fait grâce aux cybernautes. Et je pense effectivement, le thème du prochain est également très alléchant. On vous dira pas tout de suite ce que c'est, mais Non, je non, pense on va effectivement que pas ça le aurait dire. été peut-être plus compliqué de faire ces scores avec le prochain sujet. Je sais pas, on verra bien, mais bon, On c'est verra sûr bien. que... Donnez-nous tort. Voilà, ben, j'espère bien. On passe aux commentaires que vous avez faits. Ils sont très nombreux. Ça nous fait toujours super plaisir d'avoir vos réactions sur Il ne faut l'épisode. pas hésiter à nous écrire, ne serait-ce que pour dire ce que vous avez pensé de l'épisode, hein, même si vous n'avez pas une question précise. C'est toujours un plaisir de vous lire. On lit avec Eric tous vos commentaires, hein, vraiment, on ne les laisse pas passer. Donc, c'est toujours un petit moment de bonheur pour nous. Donc, merci pour ça. Et puis, pour ceux qui ont des petites questions, on a sélectionné quelques commentaires et on va vous répondre là ces prochaines minutes. Pour commencer, un premier commentaire de Frank James. Alors, celui-ci, je me le réserve. Petite erreur, Karel Capek n'était pas russe mais tchécoslovaque. Il a vécu à Prague, la ville du Golem. Alors effectivement, c'est l'erreur qui m'a été le plus signalée par rapport à cet épisode. C'est la grosse erreur que j'ai laissée passer. Je me suis fait avoir parce que je pensais effectivement que, vu l'impact qu'avait eu la pièce de théâtre Rour en Russie, en URSS et globalement dans le monde russe, j'étais persuadé que Karel Capek était un dramaturge russe, ce qu'il n'est pas. Il est un dramaturge tchécoslovaque. Justement, il s'est beaucoup séparé de la Russie. Il a écrit
Pourquoi je ne suis pas communiste en 1924. Et il a eu beaucoup de ses œuvres qui ont été censurées par l'URSS. Donc voilà, c'est une grosse erreur de ma part. Je vous remercie à tous ceux qui l'ont signalé. D'autant plus que Karel Capek, c'est une figure qui est vraiment passionnante. Je pense que ça pourrait être un peu comme Orwell ou comme Huxley, ces gens qui ont vraiment posé des pierres au début du XXe siècle, et pour autant, Karel Capek n'est pas aussi connu que ces deux autres noms. Non, Euh, mais loin s'en faut, ouais. Bon, bien sûr, le robot. Alors, le robot, c'est son frère. J'avais une petite anecdote. C'est des choses que j'ai pas mises dans l'épisode, mais je peux peut-être vous le dire maintenant. Robot, robota, ça vient du mot tchèque robota qui signifie travail ou servage. Et c'est son frère, c'est le frère de Karel Capek, Joseph Capek, qui a choisi. Ils avaient débattu. Karel Capek voulait à l'origine faire Labor, qui pensait beaucoup plus universel. Donc, le robot aurait très bien pu s'appeler le Labor. Aujourd'hui, c'est un peu surprenant. On aurait eu les Labernautes, tu crois, finalement? Les labernautes, ça aurait été très étrange. Alors, un autre commentaire par quelqu'un qui s'appelle Hervé Muriel, c'est surtout le bruit qu'il fait quand il frappe qui m'a marqué. Une autre personne nous fait remarquer, qui est Laurent Muller, nous fait remarquer également que ça lui foutait une trouille bleue quand il était gamin. Et toi, quand tu as découvert les cybernautes, ils t'ont foutu une trouille bleue parce que tu étais très jeune. Non, mais c'est intéressant tous ces commentaires qui jouent sur la peur du cybernaute, parce qu'effectivement, je pense que c'est un épisode qui est très sombre, il se passe quasiment que de nuit ou dans des endroits très claustrophobiques, très, très restreints. Moi, le cybernaute m'a pas du tout fait peur, et en fait, j'ai un souvenir un peu plat de mon premier visionnage des cybernautes, parce que justement, j'avais déjà tout de suite deviné que c'était des robots, vu le nom. Donc, je n'ai pas été tellement surpris, mais il y a quand même des passages de l'épisode. Moi, je pensais notamment à ce passage où Steed essaye d'éviter le robot mécanicien et qu'il y a un grand moment de silence. Il y a toute une scène de tension qui est construite du Oui. coup sur le coup de whip qui est de ce cybernaute. Donc, il y a quand même des moments de peur. Toi, c'est un épisode qui t'a fait peur quand tu l'as découvert, les cybernautes, en Je 73? crois pas. Donc, je l'ai vu à sa première diffusion en 1973. J'étais surtout sidéré de découvrir Mrs. Peel en noir et blanc parce que j'ignorais totalement. Et tout d'un coup, à cette époque-là, on connaissait pas l'ordre de la série en France. Et tout d'un coup, j'ai réalisé, mais si Mrs. Peel est en noir et blanc, c'est qu'elle a été avant Tara King, en fait. Et j'ai commencé à réaliser tout à fait autre chose. J'ai pas eu le temps d'avoir peur du cybernaute. J'étais surtout fasciné par le fait qu'il y avait tout un univers en noir et blanc qui m'avait échappé jusque-là, en réalité. J'ai pas le souvenir qu'aucun épisode de Chapeau melon m'ait vraiment fait peur, en fait. Dans la question suivante. C'est quoi ce pseudo? Tinterorach? Dans le premier épisode de cette trilogie cybernaute, effectivement, la prédiction du personnage d'Armstrong prend une curieuse résonance en termes de prédictologie. Elle anticipe plusieurs niveaux distincts de possibilités d'une organisation sociale par la technologie, autant l'automatisme avec les cartes perforées, mais également la gestion politique par l'intelligence artificielle. Nous n'avons vu encore ni l'une ni l'autre se concrétiser, mais l'ingénieuse anticipation demeure vraiment à saluer. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce pied dans la technologie, dans la crédibilité technologique du monde des Avengers? Bah, je pense qu'elle décrit surtout très bien son époque et les peurs de son époque, parce que c'était ça le truc. Et on n'a pas attendu les saisons Emma Peel, hein, c'était déjà le cas chez Catherine Gale. Ces sujets étaient totalement en phase, mais là on peut remercier aussi le scénariste Philippe Levin, hein, qui me semble était vraiment passionné par tout ça et totalement en phase avec c'est la peur de l'atome et la peur des nouvelles technologies. Toute la série ressemble à ça. Hein. Je veux dire, le monde ancien, représenté par John Steed, et le monde nouveau, représenté par des jeunes femmes révolutionnaires. C'est le passage d'une époque à une autre. Et effectivement, la grande peur, c'est les technologies nouvelles. Nous sommes à l'ère du presse-bouton, cher monsieur. Aussi, mon usine est-elle entièrement automatique. Moi, je suis fasciné quand même par le travail de Philippe Leven. En travaillant dessus, je me suis rendu compte à quel point son travail est exigeant et sérieux, à quel point il essaye d'épouser l'actualité scientifique. On le verra du coup dans celui-ci, mais également dans sa suite, même si la technologie devient de plus en plus fantasque au fur et à mesure des saisons. Et je pense que le côté un peu prédictologie des cybernautes vient de la rigueur du travail de ses scénaristes aussi. Ensuite, on a une petite remarque de Galifrance. Les robots ne sont pas si absents de la télévision que ça avant les cybernautes, notamment grâce aux adaptations des textes de Isaac Asimov, que ce soit chez ITV en 62 dans la série Out of the Unknown, avec l'épisode Little Lost Robot,
seul épisode qui a survécu de cette anthologie d'ailleurs, ou bien la BBC avec Les Cavernes d'Acier en 64. Bien sûr, ces œuvres ne traitent pas forcément du sujet de la même manière, Asimov ayant une vision plus positive de la chose. Alors effectivement, bon, alors il a fallu faire quelques raccourcis, hein, parce que sinon on aurait parlé de robots pendant une demi-heure, et c'était pas non plus le but de l'épisode. Et c'est vrai qu'on a assez peu parlé aussi de Isaac Asimov, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que le robot de Asimov est en fait assez lointain de celui du cybernaute. C'est une référence culturelle de l'époque forte, mais le robot d'Asimov est très différent, que ce soit dans ses thématiques, dans son idéologie, de ce qu'essaye de proposer Philippe Leven. Donc ça me semblait pas forcément très pertinent de l'inclure dans cette chaîne. Et pour le coup, même s'il y a eu quelques adaptations en fiction, reste que en tant que phénomène, il y a les Daleks, on en a un petit peu parlé, quelques épisodes de la Twilight Zone, et c'est surtout les cybernautes qui viennent dans un terrain qui reste quand même relativement vierge de robots, surtout comparé au cinéma. Donc c'était surtout ça qu'on essayait de dire, même si ces remarques. Et effectivement, le fait que les épisodes aient survécu ou non, puisque c'était un enjeu également pour les Daleks, qui a longtemps été perdu, fait que notre connaissance de cette période est aussi un peu lacunaire. Donc, les cybernautes ayant à ce point marqué et à ce point été rediffusés, voilà, ça fait aussi des cybernautes le vainqueur de cette histoire des pionniers de la télévision. Qui est le robot le plus sexy de la télévision? C'est le cybernaute. Ça me paraît tout à fait clair. Oui. Alors après, notre ami Fred Abrashkov, qui est très très actif sur la page Facebook, qui nous félicite. Bravo, bravo, analyse limpide et superbement documentée. Ben, merci beaucoup à lui. Une seule petite réserve, l'homme en fer-blanc du magicien d'Oz, autonome malgré son absence de cœur, peut-il vraiment être assimilé à un robot? Et c'est marrant qu'il nous dise ça parce que moi-même j'y avais pensé. Je sais pas si je te l'ai dit pendant qu'on travaillait, je m'en souviens pas. Oui, c'est pas forcément un robot, l'homme en fer-blanc, mais en fait c'est vrai qu'il s'y apparente totalement hein, dans l'allure. Donc j'ai laissé passer aussi parce que c'est une référence très populaire et très connue, donc c'est plutôt Oui, bien. c'est ça. C'est que effectivement, dans le monde d'Oz, les frontières sont poreuses dans le monde d'Oz, comme j'aime souvent le dire, mais les personnages sont plus complexes que ce qu'ils sont en tant que statut. Mais c'est vrai que dans l'inconscient, c'est un robot pour beaucoup de monde, ce personnage du magicien d'Oz. Il est perçu comme tel par l'image qu'il a. On a aussi notre ami Christophe Bassou, qui est très actif également sur la page Facebook, qui nous dit: je pense que l'adoption du point de vue du tueur trouve ses sources bien avant le voyeur de Powell. Et il a raison en plus. Dans la séance introductive de L'assassin habite au 21 de Henri-Georges Clouzot, la scène du trottoir, où je crois de mémoire c'est une prostituée qui se fait tuer. Non, c'est un clochard qui est un C'est un vagabond clochard. qui se fait. Oh, ben non, ben, le pauvre clochard, la prostituée avec moi. J'ai pas revu ce film depuis longtemps et j'adore ce film en plus, parce que je sais qu'il Moi est très aussi, réussi. j'adore Clouseau de manière générale. Et effectivement, Ouais. tu as raison, Christophe, bien vu, bien vu. En fait, il faut dire qu'avec Antoine, on a découvert le travail de Michael Powell à travers Le Voyeur. Et tout ça grâce au premier épisode de ASD, en fait. Dans My Wildest Dream, il y a un hommage direct au voyeur de Powell quand le trépied encadre le visage de Linda Thorson à la fin du combat. Et on a découvert le film pratiquement en même temps, tous les deux. Donc ça nous a un peu fait oublier notre bon vieux cinéma français. Et c'est vrai que ça aurait été un exemple sympa, effectivement. Oui, oui, oui. Peut-être qu'on fera un jour un épisode sur, pas un épisode d'Aisé, mais un épisode de On a besoin de nous sur Powell et The Avengers, parce que pour le coup, il y a beaucoup à Ah dire, je oui, pense, et ce serait vraiment passionnant, parce que c'est une très belle oui, oui. découverte, le cinéma Ça, de Michael. qu'on ait l'occasion de parler longuement du voyeur, du fait que il est produit par Albert Fennel, ça serait déjà un vrai sujet, oui, effectivement. Je poursuis avec un commentaire de Alain 3529. Merci beaucoup pour ce documentaire, et en plus, il semble y avoir une seconde partie que l'on attend désormais avec impatience. Effectivement, il y a une deuxième partie. Elle n'arrivera pas tout de suite. Comme je vous disais, en fait, on va alterner les épisodes de la saga Cybernaute avec des épisodes classiques d'ASD. Donc le prochain ne parlera pas de Cybernaute, mais on se retrouvera pour le suivant pour parler du retour des Cybernautes. Il y a beaucoup de commentaires qui nous ont fait des petites remarques d'oubli, de choses comme ça.
On en parlera dans la deuxième partie. Ne vous faites pas de soucis. Toutes ces choses-là seront bien dans le script de la suite. Alors, on a Angel, toujours bluffé par votre travail d'exhumation, de recherche, de structuration des thématiques. Grand bravo à vous pour cette œuvre, certainement très chronophage également. Ah, ah, oui, ça, il n'a pas tort, Angel, Effectivement, hein. oui. On a travaillé tout l'été sur les cybernautes, on peut le dire, hein. On a Oui, mais commencé au mois de mai. il faut être honnête, Et, ça te prend plus de temps à toi qu'à moi quand même, hein. Toujours la tête est occupée par le sujet, mais oui, il oui, faut préciser que c'est surtout Antoine qui travaille. C'est lui le robot qui travaille, en fait. Voilà. c'est moi le cybernaute. Et un autre commentaire que j'ai trouvé amusant, puisque Cybernaute nous dit bonne vidéo, merci. Donc merci Cybernaute. Bah Si même oui, merci les cybernautes Cybernaute. semblent contents de notre travail, c'est qu'on a bien Les fait notre cybernautes boulot, je sont pense. contents. Ah, et ils sont vachement mis en valeur, ils vont pas se plaindre en plus, hein. Bah C'est oui, bon. quand même. Le meurtrier est un homme entre 63 et 66 ans, vêtu d'un pardessus sombre, gants et chapeau. Selon certains, porte-lunettes. Ils ne l'ont jamais vu. Non. Étrange, vous ne trouvez pas que dans cet immense dédale de corridor, il ait su exactement où se trouvait le bureau de Lambert? Ils n'ont rien entendu. Ah bah si, la porte, les coups de feu et quelque chose comme un fouet qui siffle dans l'air. Un fouet. Oui, Piou. Voilà qui nous est fort utile. Et histoire de nous compliquer la vie, l'assassin était à l'épreuve des balles. Bon, alors on voulait finir, avant notre petit quiz final, par revenir sur notre avis sur cet épisode, les cybernautes. On a déjà un petit peu parlé de nos premiers souvenirs. Qu'est-ce que tu penses, toi, d'un point de vue global, des cybernautes? Puisqu'on finalement, on a fait un documentaire sur cet épisode, mais on n'a pas tellement donné notre avis. Bon, et de toute façon, c'est un épisode culte. Il fait partie du top 5, je pense, sans problème. Je crois qu'il y a pas mal de gens qui seraient d'accord avec moi là-dessus. Philippe Leven a lancé une grille d'écriture, si on peut dire, qui va être énormément utilisée à partir de la saison 5 dans les Avengers, avec ce monstre derrière la porte, chose dont on a très envie de reparler dans d'autres épisodes, qu'il est magnifiquement photographié. Enfin, franchement, je trouve que tout le début de la saison 4 bénéficie d'une photo absolument magnifique, en fait, plus que vers la fin. Mais après, c'est vrai que moi, c'est l'enfance qui parle, hein, parce que les cybernautes, on l'a vu. Donc, je l'ai vu la première fois en 73, mais il a dû être rediffusé en 75. Et j'ai eu encore l'occasion de le revoir, enfin, avant qu'on possède les DVD, j'entends, tu vois. Donc, c'est un épisode qui m'a vraiment fait rêver longtemps. Et je l'aime beaucoup. C'est vrai que c'est surprenant, on se rend compte en travaillant dessus qu'il n'y a pas beaucoup d'humour, alors que c'est un des trucs qu'on préfère dans la série quand même. Mais sinon, à part ça, il est réussi de A à Z. Franchement, Par rapport à l'humour, on a étudié le scénario de Philippe Levin parce qu'on a de la chance, on l'a. il a été rendu disponible par les archives des studios d'Elstree, bien sûr. Le premier script de Levin est beaucoup dépourvu a beaucoup moins de séquences humoristiques que l'épisode final. Donc, il y en a beaucoup qui ont dû être réécrites. Ce que disait Brian Clément, d'une manière générale, il a toujours dit qu'il réécrivait un peu sur tous les épisodes. Et donc, oui, c'est peut-être à lui qu'on doit quelques petites touches d'humour, comme Emma époustant le costume de Steed avec un plumeau ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que ce sont des choses qui arrivent sur le plateau ou la veille du tournage. Après, Patrick Macnee et Diana Rigg, je pense qu'ils amènent de l'humour par leur simple présence, en fait. Mais il n'y a pas réellement d'humour. Les personnages sont très sérieux, hein. Si on prend toutes les D'ailleurs, scènes. tout ce qui est second rôle reste beaucoup lié à l'enquête, plus Il n'y a pas que... d'excentrique, par exemple, hein, dans les non. cybernautes. Le mec du dojo, il est très sérieux. Oyuka, elle Ted est très Scott sérieuse. pourrait avoir un côté excentrique par son côté magasin de jouets, mais en fait, comme il a un suspect potentiel, il peut pas être Oui, traité oui, de façon oui. comique. Non, non, il ne l'est pas du tout, en fait, non, effectivement. Ces nouveautés ne représentent qu'une fraction de nos activités, évidemment. Nos fabrications vont des appareils ménagers aux équipements radars. Et compte tenu des progrès en électronique, tout porte à croire que nous sortirons autre chose sous peu. Il y a toujours, on le sait, il y a des épisodes où l'humour est absent, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais dans celui-là, c'est pas du tout choquant. Non. Je cherchais à sortir quand même un point négatif dans les cybernautes et c'est vrai qu'on a beaucoup de mal parce que c'est un épisode qui est mythique et qui est quand même diablement bien construit visuellement, il est splendide, son monstre est parfait, son méchant est parfait aussi, il y a vraiment un travail d'écriture sur ce méchant qu'est le Docteur Armstrong. Moi, j'ai quand même une scène que je trouve peut-être un tout petit peu longue et avec quelques problèmes de réalisation. C'est la scène où le cybernaute se rend chez Emma.
pour l'avoir décortiquée plan par plan, cette scène, Alors là, je t'interromps, même en l'ayant décortiqué plan par plan, tu n'avais pas remarqué l'erreur de continuité. Non. Il y a une énorme erreur de continuité. Et je m'en suis rendu compte là en travaillant sur l'épisode. Tu te rends compte, depuis le temps que je connais ces épisodes, je n'avais jamais fait attention. Je crois qu'on en a parlé sur la page Facebook. Mais ce serait bien de le redire. Du coup, c'est quoi cette erreur de continuité? En fait, quand le cybernaute rentre dans l'appartement d'Emma, déjà, on ne comprend pas comment il est arrivé sur le balcon, mais bon, et défonce la porte, il a ses lunettes noires. Mais quand il retourne chez lui, chez Armstrong, dans les laboratoires, il n'a plus de lunettes noires, en fait. Peut-être que le cascadeur s'est complètement vautré au moment de casser la porte-fenêtre de Mrs. Peel. Ah, Et mais que c'est du sûr, coup, oui, oui. Je ils pense que ont les cassé les lunettes tenaient lunettes, très je mal. sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils ont foutu, non. Ce genre de truc, c'est les Continuity Girls, la script girl qui est chargée de ce genre de détails. Donc, elle a fait une erreur, qu'on la fasse abattre. Hein, voilà. Après, parce que c'était probablement pas du tout tourné le même jour, c'est que tu as raison, il est probable que la scène dans l'appartement d'Emma doit être faite par une équipe, une seconde Une équipe. seconde Parce équipe, c'est très qu'il y a probable. pas les... Sur l'horloge, il y a un plan sur le téléphone, il y a Ouais. un espèce de travelling pour, vertical pour voir le cybernaute défoncer la porte. Mais tout ça est vraiment cache-misère. Ce serait la faiblesse de réalisation pour moi des cybernautes. C'est Mais en une même temps, bien... on a cette scène au téléphone. Je ne sais pas si tu vois cette scène de Steed au téléphone qui est en train d'appeler Emma. Et il y a une photographie magnifique avec le store qui vient créer des rayures sur tout le corps de Steed. C'est merveilleux d'un point de vue de photographie, le pendant. Ah, mais moi, c'est ce qui me reste de toute façon de cet épisode, c'est une très très belle photographie. J'avais eu la chance de le voir très jeune sur grand écran en projection cinéma, en fait. Donc, Lénard. c'est peut-être pour ça qu'il m'est resté en tête comme ça. Bah, pour finir ce premier podcast que nous consacrons à un chapeau melon, on va s'amuser à se faire un petit quiz tous les deux. Qu'est-ce que ça peut bien être? Et puis, on va vous en faire un à vous et vous pourrez répondre en dessous du podcast. Vous pourrez répondre aussi sur la page Facebook, bien entendu. Et je ne vous promets pas que vous gagnerez quelque chose, mais en tout cas, on reparlera de votre réponse, ça c'est sûr. Alors toi, tu as une question vache à me poser, Antoine? Oui, tu veux que je commence? Ah oui, vas-y. Je voulais revenir sur cybernaute. On a vu que c'était un néologisme inventé par Philippe Levin, c'était une de nos découvertes. Et moi, j'ai une question toute simple. Combien de fois les personnages prononcent le mot cybernaute dans l'épisode? Oh non, mais tu te moques de moi. Com- Combien de fois? Bah déjà à la fin, au moins une fois. Cybernaute. On a le tag, effectivement. Est-ce qu'il le prononce ne serait-ce qu'une fois? Parce qu'il n'y a aucune raison qu'il le prononce avant que Armstrong ait fait tout son pitch. Est-ce que Armstrong appelle son robot un cybernaute? Il l'appelle Roger. Et en fait, c'est dingue. Hein. Après un travail comme ça, je serais incapable. Je pense que la seule fois où il est nommé, c'est peut-être dans le tag final, ou peut-être que Armstrong lui donne ce nom à un moment dans son explication finale, je sais pas. C'est presque ça, tu as presque tout juste. C'est 4 fois uniquement. Il y a le tag et il y a 3 fois lors du monologue de Armstrong quand il a capturé Steed. Félicitez-vous, monsieur Steed, que ce cybernaute ait été programmé pour capturer et non tuer. Dès que j'aurai reçu les appareils de fabrication Arashi, la mise en service d'une armée d'automates que j'appellerai cybernaute n'est qu'une question de temps. Voilà une occasion magnifique de vous démontrer ce dont mon cybernaute téléguidé est capable. Et c'est tout. Et c'était pour ça que je te posais la question. Au moment où tu me la poses, effectivement, je réalise, mais en fait, très peu. En fait, Oui, très très peu. Bon, à toi, pour la question diabolique, je tremble de peur. Ah, elle sera beaucoup moins proche de l'épisode, mais ça va nous permettre. Moi, j'adore la scène au dojo avec la belle Oyuka, interprétée par Catherine Scofield, qu'on reverra dans plein de séries comme Le Saint, par exemple, ou Département X. Bon. Et tout d'un coup, j'ai découvert dans quel film Catherine Scofield a-t-elle croisé Linda Thorson. C'est Pardon? franchement une vacherie, hein, je te le dis tout de suite. Dans quel film a-t-elle croisé Linda Thorson? Je n'en ai pas la moindre idée. Est-ce que tu me donnerais pas un petit indice? Est-ce que c'est avant Tara King? Non, 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 c'est c'est non, c'était forcément son après. premier. Ouais. Non, c'est forcément après. On se trouve au milieu des années 70 et ce sont des rôles, comme on dit, des participations amicales, en fait, qui est un biopic en fait sur deux personnes extrêmement célèbres.
C'est dans le film L'Empire du Grec qui racontait la romance entre Jackie Kennedy et Onassis, en fait. Oh! Et tu l'as Voilà. vu? Oui, je l'ai vu quand il était sorti, donc j'avais 14 ou 15 ans, hein, donc je m'en souviens pas très bien. Il faut que je le voie. Il faut que je le trouve. Pas forcément un chef-d'œuvre, mais il y a Jacqueline Bisset qui joue Jackie Onassis, Ah, donc déjà c'est plutôt une bonne idée quand même. This is the story that captures the power and intrigue that surrounded the most famous woman in the world, and the man who was the Greek tycoon. moi, j'ai une question pour vous, public. Non, je me demande, je l'avoue, ce qui va maintenant nous tomber dessus. Tout est à craindre. Laurie Johnson va composer un thème pour les cybernautes qu'on appelle le thème A, mais il va composer une variante, un thème B, qui sera utilisé dans le climax de l'épisode. On l'écoute tout de suite. Voilà, du coup, ce thème B. Ce thème, il a été réutilisé dans la série. Il était moins marquant, moins rattaché à l'image du cybernaute, et donc il a pu être réutilisé dans un autre contexte. Dans quel autre épisode ce thème B est-il entendu? Voilà. N'hésitez pas à répondre en commentaire. Et puis à présent, je pense qu'on est au bout. On n'a plus qu'à vous souhaiter le meilleur d'ici la prochaine diffusion du prochain épisode d'ASD. Vous souhaitez une bonne écoute et puis surtout, n'hésitez pas à faire la même chose qu'avec ASD, à nous critiquer. C'est un premier podcast. On se lance, on se rôde. On se lance, on va en faire d'autres. On va commenter les épisodes qu'on traite dans ASD, mais pas que. On va sûrement faire d'autres trucs, de nombreux sujets. N'hésitez pas à nous dire sur la page Facebook ou sur les commentaires, évidemment, ici. N'hésitez pas à nous dire si vous avez envie qu'on parle de certains sujets ou même poser des questions, tout simplement, des questions que vous vous posez sur la série auxquelles on pourrait peut-être apporter nos réponses. Voilà. Voilà, merci pour votre écoute et puis à très bientôt pour un nouvel épisode de On a besoin de nous. Merci à toi, Antoine. Merci, Eric. À bientôt. Eh bien, au revoir, monsieur Steele.